Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Silberman. Tu es responsable de la technique et du produit chez Unify. Tout à fait. Bien ça. Groupe TF1. Oui. Ok, vous appartenez, je crois, à 100% au groupe TF1. Oui. Ok, très bien. On va parler ensemble d'organisation, globalement, d'équipe technique, d'équipe produit. Donc ça va être super intéressant. On va démarrer par le CV de l'invité, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. C'est parti pour le CV de l'invité. Alors donc je suis Nicolas Silberman, actuel directeur technique et produit de Unify. J'ai été auparavant CTO chez 20 minutes, puis Mediapart. Et j'ai eu ensuite à peu près 5 ans une aventure entrepreneuriale qui n'a pas été un succès, mais qui a été vraiment passionnante, fatigante, mais enrichissante d'un point de vue intellectuel. Okay. Et également 2 années et demie de conseils en mode CTO de transition pour aider les entreprises, les startups à avancer. Tu as vu plein de choses, ouais. En même temps tu avais une expérience dans les médias peut-être qui t'a permis d'être rapidement à l'aise sur ton poste actuel du coup? Absolument, une expérience dans les médias, une expérience dans les startups, dans l'entrepreneuriat, une expérience dans les gros groupes et les boîtes très anciennes aussi. Ouais. Donc plutôt très diversifié, qui m'a permis d'aujourd'hui de vraiment m'éclater dans le poste que je peux occuper. On a oublié de le préciser, tu es également cofondateur de TechRox. Absolument. Pour le coup. Voilà, comme ça au moins on aura fait on est au complet. Super. Ça m'intéresse parce qu'en fait, tu as précisé que tu étais CTO, CPO. Oui. Donc CTPO, c'est des termes qu'on voit arriver, mais qui sont quand même suffisamment rares. Déjà, quel est l'intérêt de ça? Et comment toi t'abordes les choses en fait à travers ton métier où tu as cette double casquette? Avant de démarrer sur tout le reste peut-être. J'ai commencé par être CTO, donc à diriger toutes les équipes techniques et être assez dépendant évidemment des orientations stratégiques de l'entreprise. Ça change pas trop. Ouais. Mais quand on rentre dans le détail, la priorisation des projets, le pourquoi on le fait, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Et notamment quand on essaie de faire en sorte que la technique apporte des choses à l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, de pouvoir participer, de pouvoir vraiment avoir la main sur, je vous conseille plutôt d'avancer plutôt comme ça ou d'accélérer sur tel ou tel sujet. Là, j'ai la chance de pouvoir diriger la technique et le produit, et donc d'avoir des équipes produits, de product managers, de product owners, qui connaissent leur environnement, qui discutent énormément avec toutes les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs, les éditeurs, la pub et les différents métiers, et qui sont donc en capacité de se dire, je sais comment prioriser. Est-ce que c'est prioritaire d'un point de vue business, stratégique, etc., etc. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Sûr. Et à partir de là, ça me permet de dire, je recommande d'avancer comme ça, et donc de faire. Okay. Parce que j'ai cette capacité de dire le produit et la technique, et donc d'aller au bout des choses et d'avoir une maîtrise un peu plus complète de ce planning. Ok, d'accord. Effectivement, plutôt que d'être vraiment centré sur la technique ou centré sur le produit, là pour le coup, tu as une overview vraiment globale du sujet. Ouais, et donc d'avoir moins peut-être de friction qu'il pourrait y avoir entre une direction produit et une direction technique, qui parfois de temps à autre peuvent avoir des difficultés d'entente. Très clair. Alors un des sujets en tout cas qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui à travers cette émission, c'est d'être quelque part, une des problématiques que tu rencontres peut-être, c'est d'être en capacité d'harmoniser, d'unifier quelque part des socles techniques de marques qui sont des marques fortes avec des ADN forts, tout en préservant quelque part un peu l'ADN de ces entreprises-là, de ces marques. Comment toi tu vois les choses? Quelle est ton approche par rapport à ça? Alors, unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque, c'est la baseline de Unify. Ouais. Alors, je vais le préciser. Unify, c'est le rassemblement de plusieurs marques très fortes. C'est au féminin, Doctissimo, Marmiton, Les Numériques, My Little Paris, CNET, ZDNet, Gamecult, plein de marques, pas mal de marques comme ça. Beaucoup de gens, ouais, qui ont chacun une vraie légitimité dans leur secteur. Et il n'est pas question de dire demain ça va être Unify et point à la ligne, la seule marque sur laquelle on voudrait communiquer. C'est absolument pas l'enjeu. L'enjeu, il est de dire on a des marques qui sont intéressantes, mais en même temps, évidemment, d'un point de vue production, réalisation de solutions techniques et d'évolution dans nos sites et dans nos applis, il faut qu'on ait une approche plutôt pragmatique et d'éviter de réinventer la roue à chaque fois, d'essayer de refaire en permanence. C'est de mutualiser quelque part. Là où c'est mutualisable, d'essayer de partager les choses, d'essayer d'avoir
des éditeurs de gestion de contenu qui soient communs, de la façon de traiter, par exemple, les vidéos de façon commune, des technos de moteur de recherche, de la pub, de tous les outils communautaires qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut partager ça entre les marques, et non pas avoir des socles technologiques qui soient tous indépendants les uns des autres. Et donc, quand on veut ajouter quelque chose à un endroit qui fonctionne bien, repartir sur 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de projet pour telle marque et pour telle marque et pour telle marque. Et d'un point de vue organisation, c'est-à-dire que tu as des équipes qui vont travailler sur plusieurs marques, plusieurs publishers chez toi, ou alors tu as par exemple des équipes dédiées à chacune des marques de Unify? Alors jusqu'à aujourd'hui, où on va dire historiquement, on avait évidemment, comme on avait des marques qui se réunissaient, qui étaient encore très indépendantes les unes des autres, des équipes spécifiques à un publisher, à un autre publisher, à un autre publisher. Là, on a engagé une démarche de transformation ou d'évolution de l'organisation pour petit à petit plutôt correspondre à ce que l'on souhaite obtenir, c'est-à-dire unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque, et donc de partager ce qui est partageable et de garder de l'indépendance là où on doit avoir de l'indépendance. Donc, je vais avoir des équipes qui travaillent beaucoup plus pour les marques, des équipes publishers qui sont en relation avec les éditeurs comme Doctissimo, Marmiton, au féminin, qui vont être vraiment concentrés sur l'utilisateur final, l'internaute, la marque et donc l'internaute, et potentiellement aussi les annonceurs, en tout cas ceux qui viennent sur le site ou sur les applications. Et avant ça, pour pouvoir permettre à ces publishers, ces équipes publishers, d'apporter un maximum de fonctionnalités, d'outils, d'avoir des journalistes qui sont à l'aise dans la mise à jour des contenus et dans le quotidien du site, le day-to-day. Je vais avoir des équipes qui sont plutôt orientées plateforme, qui vont être des équipes qui vont fournir des socles technologiques, des composants, comme une équipe pour la gestion de contenu, les outils de gestion de contenu, comme une équipe pour tout ce qui est outils communautaires, ou une équipe pour tout ce qui va être les users en termes de création de compte, profil, etc. Et qui vont être au service de ces équipes publishers. D'accord. Mais multi-publishers, c'est ça. Elles vont travailler sur plusieurs enjeux, en fait. Ouais, une sorte d'éditeurs de logiciels en SaaS, où des publishers vont venir se servir dedans. Très clair. Ça, c'est un petit peu le tronc. Et à côté de ça, j'ai 2 autres types d'équipes qui vont aider. Et qui vont soit aider les publishers, par exemple, ou les équipes plateformes à mieux prendre en main des systèmes un petit peu particuliers, comme la bonne façon de travailler sur le SEO, ou de travailler sur des tags de pub ou des choses comme ça. Et donc, ils vont être en mode très collaboratif, alors même que la relation plateforme et publisher est beaucoup plus en relation de je te fournis une API ou une façon de communiquer ensemble, mais on va pas être main dans la main ensemble. Là, ces équipes qui viennent faire évoluer les autres équipes, elles sont en mode collaboratif et essayent petit à petit de sortir de cela parce qu'elles ont fait progresser les équipes, par exemple, publishers. Et puis, il va y avoir d'autres équipes plutôt ponctuelles, éphémères, qui vont prendre des sujets très complexes, qui vont les dégrossir et qui vont après former, collaborer et encore une fois, et disparaître une fois qu'elles auront fait grossir les équipes pérennes. Ça, c'est 4 types d'équipes principales. C'est l'organisation finalement que tu tends à mettre en place aujourd'hui. Oui, c'est une organisation. Alors, je suis pas le seul à tendre vers ce type d'organisation. Il y a un livre qui a été écrit notamment par Matthew Skelton qui s'appelle Team Topologies, qui en parle énormément, et qui est une façon de travailler aussi bien sur le rôle des équipes et leur mode de communication. La communication est super importante pour toi dans une équipe. C'est essentiel. Technique, produit, globalement. C'est essentiel qu'on sache à qui s'adresser, qu'on sache comment s'adresser aux autres, à quel point je peux venir parasiter, aider, enfin parasiter dans un sens positif, mais intervenir où mon mode ou ce que l'on attend de moi, au même titre que ce que je ne dois pas faire. Connaître ses limites aussi, quelque part. Absolument. Connaître ses limites. Ça permet de mieux travailler aussi la roadmap et de savoir aussi comment je la construis et quelles sont mes priorités. Communiquer peut-être aussi auprès d'une direction, j'imagine, qui a besoin aussi d'avoir un état d'avancement des projets. Alors ça, c'est l'autre enjeu dans la communication et encore plus quand on est un ensemble de multiples marques un peu indépendantes qui tend progressivement à s'unifier sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, mais réussir à communiquer correctement, sans tomber dans la surcommunication avec trop de détails qui sont pas forcément pertinents, mais évidemment faire partager, expliquer où on en est,
pourquoi on priorise, de quelle manière, quel a été le cheminement, les impliquer aussi. Parce que si on les implique pas, on rentre dans ce phénomène de boîte noire. Et qui dit boîte noire dit que derrière, on va se heurter à des incompréhensions, des craintes, et donc des envies de revenir et des blocages, quoi, du coup. Des blocages ou des retours aux pratiques anciennes de gestion de projet. Qui le sont cycle compliqués. Le cycle en V, les méthodes waterfall en cascade, ou conception, design, développement, test, mise en prod, où en fait on est sur un tunnel où on voit pas forcément le fond, parce qu'on essaie de faire un produit parfait dès le départ, alors même que l'agilité nous demande d'y aller progressivement. Justement, tu me tends une perche pour te poser la prochaine question. Ça part souvent de l'utilisateur et pas quelque part d'un plaisir technique à bosser sur telle et telle techno ou tel et tel socle technique. Ça part vraiment de l'utilisateur à la base. Oui, absolument. C'est très important que moi les équipes produits soient le plus proches des utilisateurs. Alors pas forcément directement, ça peut être aussi via les éditeurs, via d'autres types de parties prenantes, mais d'être dans ce quotidien, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les analytiques, de comprendre exactement quel peut être le besoin pour mieux derrière aider à prioriser. Et d'ailleurs, c'est vraiment les utilisateurs qui vont permettre de façon indirecte de prioriser les sujets qui sont dans des équipes très plateformes. Ouais. C'est pas des outils technologiques qui vont dire tiens je vais rajouter cette fonctionnalité parce que c'est cool. C'est des publishers grâce aux utilisateurs qui vont dire moi j'ai besoin de ça et donc c'est comme ça que je voudrais que tu avances. Ok, très bien. Et ainsi apporter de la valeur et ainsi montrer que en sortant des choses régulièrement, en valorisant le contenu, les projets, les fonctionnalités, on peut avancer, on peut tester, on peut se planter plus rapidement aussi et donc revenir en arrière, proposer d'autres choses. Et rassurer tout le monde parce que quoi qu'on sorte, ça sera toujours pertinent pour l'utilisateur ou pour le business de l'entreprise. Quand on préparait justement l'émission ensemble, tu me disais que la tech c'était plus une fonction support en fait telle qu'on l'imaginait des années en avant. Tu me disais des années comment? Des années en arrière. Des années en arrière, excuse-moi, des années en arrière. Hop. Voilà, on laissera au montage, hein, j'en sais rien. Au contraire, aujourd'hui, c'est la tech, c'est source d'innovation, source de feedback justement. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Vision. Ouais, c'est vrai que la tech qui était auparavant juste une fonction support, elle était d'ailleurs historiquement rattachée à une direction administrative et financière et il y avait un projet et une fois que le projet était correctement cadré, on disait allez hop, maintenant allez-y, développez. C'est l'informatique, quoi. Exactement. Alors ça a beaucoup changé et c'est clairement pas moi qui ai fait évoluer les choses, ça fait pas mal d'années que ça tend vers ça. Que l'idée de dire que la technologie peut apporter des choses, peut permettre de tester plus rapidement, peut être générateur de valeur, valeur économique, valeur fonctionnelle, valeur produit, je veux dire, et qu'en travaillant main dans la main, on peut aller dans le bon sens pour l'entreprise. Que c'est pas, je vais reprendre cet exemple de la boîte noire, quoi. C'est pas juste on veut faire quelque chose et on sait pas trop comment ça se passe. C'est comment réussir progressivement soit à vulgariser ou à impliquer, à embarquer tout le monde pour se permettre d'y aller tous ensemble, de proposer des technologies intéressantes, de proposer des modes, des approches un peu différentes aussi, qui vont aller beaucoup plus loin. On peut voir, il y a beaucoup de boîtes, notamment des boîtes françaises, qui à la base étaient des solutions très tech. Là, je pense à deux, sans leur faire de promo du tout, mais qui sont extrêmement connus, qui sont Algolia et Batch. À la base, c'est des solutions tech. Aujourd'hui, leur positionnement, il n'est pas que tech, ou il est principalement la valorisation en termes de CRM, en termes de business, de taux de transformation, etc. Donc, en fait, on voit comment la tech peut apporter réellement à l'entreprise et pas uniquement être en bout de chaîne et avancer. Et voilà. Ok. Et justement, alors tu me partageais, là, on sort un petit peu du sujet, mais on y reste quand même un petit peu. Tu me disais qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir une approche produit efficace, de tester assez facilement dans un monde où on est quand même assez rigide. On va nous demander de sortir des projets pour telle date. On va nous imposer des KPIs très précis par rapport à des objectifs. Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Comment c'est un peu antinomique par rapport à un projet digital où on est censé tester les besoins. Si on met trop de rigidité dans un projet, finalement, toi, ta vision des choses, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas tellement dans une vraie approche produit? Alors si, il y a quelque chose qui reste fondamental, c'est les KPI. C'est qu'est-ce qu'on va essayer d'améliorer. Dans tous les cas, une approche produit, c'est quel problème je vais régler.
des problématiques de revenus, de pages vues par session dans mon cas, des choses comme ça. Ouais. Donc on doit avoir des indicateurs de succès parce que c'est le seul moyen de pouvoir justement tester. Après, il y a une pression qui est saine, qui sont des pressions de date, des pressions marché, des pressions par rapport à la concurrence, par rapport à des enjeux de référencement, etc., que l'on doit avoir en tête, mais qui sont en fait des problèmes qu'une équipe produit doit régler, et pas un projet qu'une équipe produit doit juste réaliser. On doit régler des problèmes, et pour ça, il faut tester, et il faut avancer, il faut être en confiance là-dessus, pour se dire qu'une équipe produit et tech va intervenir sur tel et tel résultat clé. D'ailleurs, nous, on ne l'est pas, mais il y a beaucoup de boîtes qui avancent ce qu'on appelle les OKR, Objective and Key Results, qui sont vraiment cette façon d'avancer tous ensemble, business et tech, sur des objectifs très spécifiques et très compris. Et c'est là-dessus où quand on sort d'une démarche très projet classique et qu'on a une approche produit avec du ship fast mais fail fast, on peut démontrer en permanence que tiens, une équipe produit va pas forcément régler un projet mais une problématique. Et grâce à toute la bonne connaissance ou l'implication, la bonne volonté de tout le monde et la réalisation de tout ça et cette façon d'entrevoir les sujets apporte de la valeur à l'entreprise parce qu'on va régler, on va améliorer tel KPI au quotidien. Un projet, ça va être de se dire tiens, je vais régler, je veux apporter telle fonctionnalité parce que je pense que ça va avoir un impact là-dessus. Donc on est un cran après le produit qui lui va avoir tout en tête et va avoir une démarche avec l'ensemble de l'entreprise de travailler sur les priorités projets, mais d'abord de penser l'utilisateur et l'impact sur les résultats finaux. Enfin, beaucoup d'impact évidemment. Très clair. Ok. C'est parti pour les questions. J'ai plein de questions à te poser, Nicolas. Est-ce que tu as des rituels quand tu démarres ta journée, que tu termines ta journée? Est-ce que j'ai des rituels quand je démarre ma journée? J'essaie de dire bonjour. Mais mine de rien, en fait, c'est super important. Ouais. Alors, il y a quelque chose que je fais tout le temps. Début et fin de journée, c'est surtout ma veille en fait, où je suis encore très flux RSS moi avec mon lecteur de flux et avec je sais pas combien de sources de journaux, blogs, etc. Tu t'as veillé sur quoi exactement du coup? Je suis curieux. J'ai plein de pas forcément donner des sites, mais je sais pas, il y a des thèmes précis. C'est de la veille tech, c'est de la veille tech, technologie, parce que ça m'éclate, donc c'est vraiment ça. Ouais. Ok, donc une veille matin, soir. C'est ça. Comme ça, tu rates pas un seul sujet, t'as un collab là-dessus quoi. Ok, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Si tu avais un conseil à nous donner, ce serait lequel? On va donner peut-être un leader technique, un leader produit aussi. C'est une excellente question. Est-ce que le premier mot qui me vient en tête en fait, c'est de pas hésiter à communiquer et à écouter. On n'a pas forcément la vérité absolue. Je dois faire grandir mes équipes dans tous les cas et aussi les laisser autonomes, les laisser prendre des sujets en main. Savoir s'entourer. Donc non, c'est vraiment ce côté, cette communication en fait pour moi qui est un point important, mais qui est dans ma nature aussi de se tourner vers les autres, quoi, pas rester reclus sur soi, sur ses positions. Ouais, absolument. On peut se tromper, c'est pas grave. Quand on se trompe, on apprend. Quand on apprend, on évolue et on s'améliore. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui? Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec TechRox. Pas sur TechRox en tant que c'est la communauté qu'on a créée, les gens que j'ai rencontrés là-dedans. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire discuter des CTO, des leaders tech entre eux, d'échanger de façon sans tabou. Alors évidemment, il y a plein de sujets dès qu'on parle de chiffres, de contrats, là, ça, on va pas jusque là. Bien sûr. Mais en fait, c'est assez gratifiant de se dire que on a aidé une population qui n'avait pas forcément par nature le réflexe d'échanger, de partager autant. De les faire passer et ça c'est assez fier.
À contrario, est-ce que tu as des regrets? C'est compliqué de savoir si c'est un regret. Par rapport à la startup que j'ai montée, mais c'est très facile après, c'est de voir les 2-3 grosses erreurs qu'on a pu faire, Ouais, de pas être assez lean, alors que je le dis aujourd'hui, de pas écouter assez les utilisateurs finaux, de se dire non mais je sais, et en fait on a des œillères, ou de croire qu'avec un carnet d'adresses qu'on peut avoir, on va nous ouvrir toutes les portes, donc tout le monde va signer notre solution, alors que non, on va nous ouvrir les portes, mais ça va s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de travail derrière. Là, c'est vrai que bon, mais en même temps, c'est difficile de dire que c'est un regret parce que j'ai tellement l'impression d'avoir monté des marches que c'est un regret, et en même temps, ça a été une source de satisfaction personnelle fantastique. Je te pose quand même cette question, est-ce que la tech te fait peur? Ah oui, avec une veille matin et soir, avec ton poste. J'ai peur, je comprends rien. Non, j'adore. Non, la tech me fait pas peur. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle elle évolue. Ouais. Parce que si oui, derrière ma question qui peut paraître très simple et très bateau, voilà, derrière il y a des sous-entendus malgré tout. Il y a des technos qui évoluent énormément. Il y a une connaissance qu'il faut avoir. Il faut garder. C'est peut-être dans le conseil d'ailleurs, cette curiosité au niveau de la tech. Okay. Il faut pas se reposer sur ce qu'on pensait savoir et être la bonne façon de faire. Il y a des grands principes évidemment, mais il faut continuer à être curieux et à essayer parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se passent en France, en Europe, dans le monde, et il faut savoir regarder et que l'on s'appelle TF1 ou que l'on s'appelle je ne sais quelle petite start-up pour avoir vécu vraiment moi tout. En fait, chacun a des bonnes choses et des bonnes approches et c'est juste passionnant. Humilité, c'est-à-dire regarder sans arrêt s'il n'y a pas des solutions plus performantes peut-être pour son besoin. Plus performantes, plus intéressantes, ou un usage un peu différent. Ouais. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le confit de canard avec des pommes de terre sautées. Du sud-ouest? Non, tout, justement. Je vais souvent en vacances dans le sud-ouest, mais voilà, ça doit être ça. Et le mot de la fin, Nicolas, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, comment tu veux conclure? C'était cool, merci. communiquer. Ouais, non, communiquer, partager la passion. Quand on aime bien ce qu'on fait, ça aide aussi. Ça a l'air d'être ton cas. Quand on a des gens avec qui on est content de travailler et qui sont un peu dans être bien entouré, c'est vrai que c'est très bien. Et parce que ça motive et qu'on n'est pas tout seul dans le bateau et au contraire, c'est motivant. Savoir gérer son stress en fait, pour que ce soit un stress qui soit plutôt positif et qui soit constructif, ça aussi c'est un gros plus. Gestion du stress du compte, on restera là-dessus. Merci en tout cas Nicolas de t'être prêté à l'exercice, ça nous a fait très plaisir d'avoir cet échange avec toi. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On vous dit à très vite pour une nouvelle émission, un nouveau speaker. Salut les amis, à bientôt, ciao.